Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Maurice Matanga Kafuta. Je suis directeur des inventaires d'aménagement forestier à la DIAF, mais je suis dans ça expert senior. Je vais vous expliquer, je vais essayer de présenter l'économie des textes, des drafts de la politique forestière nationale pour des consultations au niveau des provinces. Parce qu'il y a eu, ça a été fait dans certaines provinces, mais compte tenu du fait qu'on n'a pas des ressources nécessaires et qu'on n'a pas moyen, le temps aussi fait défaut, c'est ainsi que nous avons pensé qu'il faille faire autrement les choses. Pour les provinces qui sont restées, nous allons faire cette présentation pour les aider à eux-mêmes de faire leur atelier. On va envoyer les moyens entre eux-mêmes pour faire les ateliers où il y aura cette présentation de la politique forestière et ils vont aussi examiner, en plus du document de la politique, il y aura aussi à examiner les drafts. Il y a des drafts des définitions de 3 concepts. Les concepts là sont aussi dans la politique forestière, mais comme ça fait partie des jalons négociés entre le gouvernement congolais et CAFI, c'est pourquoi on va les examiner à part. Il s'agit des concepts des forêts dégradées, des forêts de grande valeur, des forêts, disons, des tourbières aussi. En ce qui concerne les forêts de grande valeur, il faudra, comme je l'avais dit autrefois, c'est que grande valeur, il y a eu un problème, on s'est demandé dès les négociations, c'est quelle grande valeur on précise. Et ils ont dit non, c'est l'affaire du pays. Et nous avions pensé que c'était un piège là-bas. Il fallait qu'on dise grande valeur de quoi? Et nous avions attiré l'attention des négociateurs de ce temps-là. Si c'est grande valeur économique, des essences de grande valeur économique, nous allons couper, nous allons exploiter, on ne va pas conserver. C'est ainsi que donc, il faudra définir ces concepts. Et après, on va cartographier, on va y accorder un statut. Comme ça, c'est ce qui va nous permettre, si on décide qu'on conserve, on conservera. Si on décide qu'on exploite, comme c'est de manière participative, bon, on fera ce que les gens vont décider. C'est ainsi qu'ici, vous allez voir qu'il y a eu quand même un cheminement. On n'a pas commencé comme ça, politique forestière du jour au lendemain, on a déjà commencé à faire, non. On a d'abord fait les états généraux des forêts. Les états généraux des forêts ont permis de faire l'état diagnostique, une étude diagnostique du secteur forêt. Et sur cette base, on a fait le draft de la politique forestière qu'on va examiner. Et avec ce draft, on est maintenant au niveau des consultations professionnelles parce qu'il faut éviter de faire toujours des choses comme on nous dit, vous faites des choses à Kinshasa, alors que les forêts sont en province. Cette fois-ci, nous avons dit, nous allons en province, on va consulter les provinces pour que les provinces donnent leur point de vue. Comme ça, après les avis des provinces, nous allons constituer une équipe qui va consolider toutes des observations des provinces. Comme ça, on va intégrer les données parce que vous voyez que les textes là, du début à la fin du texte, c'est numéroté. Vous allez voir dans les textes que vous avez en main, c'est numéroté de 1 jusqu'à toutes les lignes sont numérotées. Comme ça, vos interventions, il faut dire, c'est telle ligne où il faut enlever quelque chose, où il faut ajouter quelque chose. Si vous ne faites pas ça, vous créez un travail global, ça pose problème pour intégrer vos idées. Donc, si vous voulez que vos idées soient prises en compte, il faut vraiment aider à dire à la ligne telle, j'aimerais qu'on ajoute ceci, ou à la ligne telle, j'aimerais qu'on retrace cela. Et puis maintenant, je vais dérouler le reste des textes, des diapos, vous allez voir, qui vont vous expliquer le cheminement. Comme ça, à la fin, parce que vous ferez 4 groupes, et dans chaque groupe, vous examinerez en plus
de la politique, disons, du document de la politique, vous examinerez les définitions. Là, c'est tous les groupes qui doivent examiner. Et puis après, mais pour les autres matières, on va vous répartir pour dire tel chapitre, telle matière, c'est groupe 1, groupe 2, verra ceci et cela. Donc, c'est ainsi que vous verrez, il y a la première partie qui concerne la situation actuelle des forêts, deuxième partie qui est l'état désiré, la situation désirée, c'est que nous voulons que la forêt soit de n'importe quelle manière, c'est ça. Ce que nous désirons là, c'est ça, deuxième partie. Et troisième partie, à mon avis, c'est ça la vraie partie proprement dite des politiques forestières, où il y a la vision, il y a les orientations, il y a les axes, et il y a aussi les principes. Parce que la politique, c'est des principes et des orientations stratégiques, mais ce n'est pas, on a mis des actions, les actions ne figure pas dans la politique, ça va figurer dans le plan national forestier ou dans les plans provinciaux ou dans les plans locaux. Voilà un peu ce que nous pouvions dire à ce stade, mais je vais dérouler l'ensemble du draft sous forme de diapos, comme ça va vous fixer et après, s'il y a des questions lors de l'atelier provincial, vous pouvez nous poser des questions et nous répondre. Voilà, c'est vous pouvez commencer. Oui. Maintenant, donc, comme je disais, il y a la trajectoire. Nous avions fait une feuille de route. On a fait la mise en place des structures de coordination pour l'élaboration de la politique forestière. On a fait le diagnostic du secteur. Pour mieux faire ce diagnostic, il fallait qu'on fasse les états généraux des forêts, les EGF que vous voyez là, c'est les états généraux des forêts, études des capitales forestiers, et puis il y a l'étude des capitales qu'on avait fait dans le cadre disons, des schémas nationaux d'aménagement du territoire, et puis il y a aussi plusieurs études qu'on a pu faire, qu'on a revues pour avoir les éléments. C'est ainsi que il y avait ceux qui étaient aux États généraux se souviendront que nous avions un groupe de travail sur l'exploitation forestière, un autre groupe sur la conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées, troisième groupe marché carbone forestier et tourbière, recherche et formation forestière, quatrième groupe qui concernait le financement et partenariat, réflexion sur la situation désirée pour le secteur forestier, plan institutionnel et juridique, plan économique, plan environnemental, plan social et culturel. Groupe 5, qui avait la charge de faire les diagnostics institutionnels du MED, et le groupe 6, qui avait le diagnostic des ressources humaines du MED. Maintenant, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi on parle de MED au lieu de MEGNET, NEC? Oui, mais il faut savoir, quand on a fait ça, mais les nouvelles économies du climat n'étaient pas encore là. C'est venu après. Donc, lorsque nous allons faire un document final, nous allons prendre soin de faire des NEC. Voilà. Donc, pour la recherche, on est aussi intéressé aux travaux des PGDF, du programme de gestion forestière, durable des forêts. Il y a les experts des comités de coordination des politiques forestières ont aussi fait un travail. Il y a eu des retraites à Kisantu pour la rédaction du diagnostic sectoriel et des réflexions sur la structure et les contenus de la future politique forestière, suivant bien sûr les guides méthodologiques élaborés par le ministère du Plan pour les politiques et stratégies sectorielles. Il y a aussi l'organisation des ateliers nationaux du rapport de diagnostic sectoriel et de la planification innovante, les groupes de travail de
de la commission de coordination de la politique forestière, suivi des retraites qui sentent encore retraites de travail pour les drafts zéro, et puis atelier de restitution, on a fait de la version zéro, organisation du Conseil consultatif national des forêts pour avis et suivi des avis des groupes JBEC, ces groupes interbailleurs pour l'environnement et climat, et les CCNF, c'est Conseil consultatif national des forêts, et l'OC, c'est Organisation des sociétés civiles. Il y a un groupe de travail de la coordination pour intégrer les contributions du GIBEC et de la société civile pour produire cette version VO1, 0, V0 qui tend vers 1, retraite de Kisantu 3 pour la consolidation. Ça veut dire, lorsque nous aurons reçu toutes les réactions des provinces, nous allons faire une retraite de travail 3 pour intégrer, et c'est alors à ce moment-là que nous élaborerons l'approche méthodologique des consultations provinciales et les termes de référence des consultations. Alors, maintenant, euh, ça, c'est le plan de rédaction. Comme j'ai dit, c'est le plan donné par les, les guides méthodologiques du ministère du Plan. Il y a la table des matières, liste des abréviations, chapeau, résumé exécutif, exposé des motifs, approche méthodologique, classification des termes et concepts utilisés. Ça, il y a des gens qui, c'est détracteurs de notre politique, se disent, ah, on n'a pas rempli, il fallait écrire, vous allez trouver des vides à ces niveaux. Oui, c'est normal que ce soit des vides parce que vous avez les résumés exécutifs, c'est quand on aura tous les documents, même l'exposé des motifs, même l'approche méthodologique, parce que ce que nous sommes en train de faire ici, ça fait partie de l'approche méthodologique et ça devrait figurer. Et supposons qu'on avait mis déjà ça. Vous voyez ce que nous faisons, il est où? Donc, c'est normal que la partie que vous trouvez qu'il n'y a pas d'éléments, ça devait rester comme ça. Alors, la première partie, qui est la situation actuelle du secteur, comme je l'avais dit dans l'introduction, il y a la situation désirée, c'est que nous voulons que ça soit. La troisième partie, comme je vous avais dit, que c'est la principale, donc, c'est la politique sectorielle en principe forestier, c'est ça, c'est cette partie-là. La troisième partie où il y a la vision, il y a les principes, il y a l'objectif, il y a les axes stratégiques d'intervention et orientation stratégique. Et la quatrième partie, mécanisme de mise en œuvre et de suivi. Parce que vous savez, dans notre pays ici, on fait beaucoup de politiques, on fait des stratégies. On ne prévoit pas les mécanismes de mise en œuvre, mais nous, on s'est dit non, non, il faut quand même prévoir ça. Et puis les dispositifs de suivi et évaluation. Vous voyez, ça, c'est la table des matières telle qu'elle se présente dans votre document. Ce n'est pas la peine de lire tout ça. Au moins, vous avez sur la page d'introduction de votre document, que vous avez à dire des politiques. Alors, non? Maintenant, dans la première partie, nous avons traité les points développés sont introduction, contexte forestier international, parce que nous ne sommes pas en vase clos. Il faut savoir que nous sommes avec au niveau international aussi des forêts, on trouve les forêts. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau international, au niveau sous-régional. Comme vous savez que nous faisons partie des États d'Afrique centrale avec la COMIFAC. Nous sommes aussi dans l'État austral, des SADC avec EAC, et des États de l'Est. Donc, tout ça, nous devions connaître les contextes sous-régionaux aussi et les contextes forestiers nationaux, la synthèse du diagnostic du secteur et des missions assignées au secteur. Ça, c'est des choses que nous avons copiées dans l'ordonnance
qui donne les attributions ministères en charge des forêts. La deuxième partie, qui est la situation actuelle. Donc, cette partie nous donne la situation sur le plan institutionnel, légal et réglementaire, sur le point de vue économique, le plan environnemental et socio-culturel, parce que ça, c'est ce que j'avais commencé par là pour euh, pour vous dire. Et donc maintenant, avec la troisième partie, c'est cette partie, comme je l'avais dit, est la principale de la politique forestière nationale et s'articule sur les points suivants: vision, principe, objectif, axe stratégique, orientation stratégique. Tout ça, et c'est ce que nous voyons dans la troisième partie. Je vais lire avec vous la vision. La vision, la RDC gère durablement ses importantes ressources forestières, d'une part, pour en faire une des locomotives de son développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté, et d'autre part, pour contribuer à l'équilibre écologique, la conservation de la diversité biologique, la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et de la désertification, en vue d'assurer le bien-être des générations actuelles et futures, tout en respectant la souveraineté nationale dans la manière d'utiliser ces ressources forestières. Vous savez, il y a un moment donné où il faut faire très attention quand vous examinez cette question, parce que il y a des pantins, comme avait dit les chefs de l'État, qui ne sont pas d'accord qu'on fasse la politique forestière. Ils vont vous dire qu'on enlève la souveraineté nationale. Non, 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 non. Même la Convention internationale sur la biodiversité reconnaît aux États de gérer de manière souveraine leurs ressources naturelles. Non, c'est que il faut faire très attention avec la vision ici, parce que il faut savoir ceci. Moi, à un moment donné, je me pose la question: est-ce que tout le monde vraiment dans ces pays veut qu'on ait la politique forestière? Parce que, imaginez-vous, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, tous les ministres qui viennent à l'environnement, première priorité, élaboration des politiques forestières. Jusqu'à ce qu'ils vont partir, on n'a pas élaboré la politique forestière. Au point où j'ai commencé à me demander personnellement, est-ce que manquer de politique n'est pas une politique aussi? Parce que j'ai comme l'impression que c'est une politique. Comme ça, même moi, quand je me mets à leur place, si j'étais ministre, c'est quoi que je laisserais aussi, hein, sans faire la politique, hein? Comme ça, on me jugera sur quelle base. Parce que si on a la politique, mais vous voyez, dans la politique, c'est écrit, mais vous êtes en train de faire autre chose. Bon, il faut que un malin dise: non, je vais mettre de l'ordre. Comme ça, il nous amène encore en forêt pendant que nous étions proches des villages. Hein, donc, il faut faire très attention en ce qui concerne, parce que tout le monde n'a pas envie de faire connaître la politique forestière dans ces pays. Donc, cette vision des politiques forestières sera mise en œuvre en adéquation avec celle de l'aménagement du territoire. Parce qu'il il faut pas confondre que les zones, les secteurs forestiers et parmi les secteurs utilisateurs d'espace. Et donc, à ce titre, nous devons être en cohérence avec l'aménagement du territoire. Ainsi que nous serons en harmonie et avec d'autres politiques aussi sectorielles. Alors, maintenant, la, là, dans cette partie, nous avions dit qu'il y avait vision, il y avait principe. Non. La politique forestière se fonde sur des principes majeurs qui seront suivis par les stratégies et les plans d'action lors de sa mise en œuvre lors de sa mise en œuvre. Il s'agit de un principe lié à la gestion durable et à la préservation des ressources forestières.
Quand vous voulez mener une action, vous devez vous demander, est-ce que ça va respecter les principes de gestion durable des forêts et de préservation des ressources? Les principes relatifs à la gouvernance et à la participation des parties prenantes. Est-ce que ce que j'ai fait ici améliore la gouvernance et la participation des parties prenantes? Les principes relatifs à la légalité et à la réglementation. Est-ce que ce que j'ai fait, ça respecte la légalité et la réglementation dans les pays? Principes économiques et financiers. Car avant de couper, par exemple, un arbre, vous devez vous demander, est-ce que l'arbre que je coupe, ça contribue, ça va mettre, c'est économiquement rentable? Est-ce que c'est financièrement rentable? Ou bien, il ne faut pas couper pour couper, ça, respecter ces principes économiques et financiers. Principes relatifs à l'innovation et à la recherche. Non. Avant de poser un acte dans ce secteur, vous devez vous demander, est-ce que ça apporte quelle innovation? Ça apporte quelle recherche, contribution à la recherche? Principes relatifs aux engagements internationaux et à la souveraineté nationale. Vous savez, ici, le pays a pris beaucoup d'engagements. Partout, même dans nos provinces, on parle, on veut les crédits carbone, on veut les crédits carbone. Mais vous voulez des crédits carbone. C'est bien. Mais il faut qu'on respecte les engagements internationaux. Vous allez vous dire dans la province, mais nous, on coupe nos forêts, on va faire ce que nous voulons de nos forêts. Entre-temps, maintenant, ça crée un problème au niveau national pour que le niveau national se mette à expliquer des choses parfois inexplicables. Non, il faut que nous commencions à respecter aussi les principes d'engagement. Quand nous sommes engagés au niveau international, nous devons les respecter. En toute souveraineté, bien sûr, nationale. Principe d'intégration sectorielle. Parce que nous ne sommes pas seuls. Comme je disais, il y a d'autres secteurs avec lesquels nous devons fonctionner en harmonie. Il y a l'agriculture, il y a les mines, il y a les hydrocarbures. Nous devons travailler en harmonie avec eux. Alors, objectif. L'objectif global de la politique forestière nationale, nous allons lire ensemble, est d'assurer une gestion durable et intégrée des ressources et écosystèmes forestiers, en préservant la biodiversité, en renforçant la résilience des écosystèmes et en améliorant le bien-être socio-économique des populations, tout en contribuant au maintien des fonctions écologiques et à la réponse aux enjeux environnementaux mondiaux dans une dynamique de développement économique durable et inclusif. Donc, vous voyez qu'il y a quand même harmonie avec la vision. Hein, ce n'est pas des choses comme ça qui tombent au hasard, non. Les objectifs spécifiques, ce que nous avons vu, c'était global. Les objectifs spécifiques, un objectif spécifique, c'est développer et renforcer le cadre normatif, légal et réglementaire du secteur forestier. Parce que c'est ce que nous allons viser. C'est quand, si nous terminons notre politique, si les cadres normatifs que nous avons ne répondent pas, nous devons, mais ici d'ailleurs, je peux vous dire, vous rassurer que, qu'on le veuille ou pas, nous allons réviser les codes forestiers pour l'adapter à des réalités actuelles. 2. Clarifier et adapter le cadre institutionnel et définir de manière précise l'attribution des fonctions essentielles de l'administration forestière entre les niveaux national et provincial et local. Ici, nous allons voir est-ce que notre politique ici, l'institution ministère en charge des forêts, avec son administration forestière, est-ce qu'ils sont en mesure de répondre, de satisfaire à la mise en œuvre de cette politique? Sinon, nous devons adapter notre cadre institutionnel. 3. Orienter l'affectation, l'attribution et la réattribution des forêts en poursuivant les études sur les ressources forestières dans la transparence, le respect des procédures ainsi que les sauvegardes environnementales et sociales. Ici, ça veut dire, oui, on doit poursuivre les études. On ne va pas continuer à gérer nos ressources comme ça sans faire des études.
C'est comme, par exemple, vous allez quelque part, vous dites, Zamba Nabiso, Zamba Nabiso. Alors que dans ces zambes-là, il n'y a même plus une souris. Rien. Est-ce qu'avec ça, on va dire que nos âmes, non, il faut arriver à voir ce qu'il faut faire. Maintenant, quatrième objectif, promouvoir les chaînes de valeur des ressources forestières en garantissant la durabilité des pratiques de gestion et l'exploitation ainsi que le développement socio-économique des populations. Vous voyez ici des chaînes de valeur. Ça fait dans tout d'autres cieux, nous les apprécions. Là où il y a des forêts, c'est là où les gens sont riches. Mais ici chez nous, là où il y a des forêts, c'est là où les gens sont pauvres. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut nous demander, est-ce que, regardez, vous voyez par exemple, quand vous êtes quelque part, vous voyez des jeunes gens ou des mamans qui vendent des racines ou des écorces ou des feuilles d'arbres de quelque part. Mais si nous devons nous intéresser à la chaîne des valeurs, on pourrait dire, bon, à partir de maintenant, nous allons valoriser, on peut même reboiser ces espèces, ça fait des plantations de ces espèces pour voir est-ce on peut sécher ça, est-ce qu'on peut, pour bien vendre, faut-il sécher, faut-il conserver, comment conserver pour que ça soit vendu au pays et même en dehors du pays ou dans d'autres provinces. 5. Préserver les écosystèmes forestiers visant le maintien de la biodiversité et de la régulation du climat. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a des forêts où il n'y a plus même des souris, même pas un animal, mais vraiment. Et puis on dit forêt. Non, non, non. Il faut maintenant veiller à la préservation de la biodiversité. 6. Harmoniser les priorités du secteur forestier avec les autres politiques sectorielles ayant un impact sur les forêts. Donc, c'est pour dire que il faut voir avec les autres sectoriels comme agriculture, hydrocarbures, mines et autres utilisateurs d'espace pour harmoniser avec la politique forestière. 7. Améliorer le climat des affaires dans les secteurs forestiers en vue de renforcer une coopération responsable et bénéfique pour toutes les parties prenantes. Et ici, le climat des affaires, on peut pas... Mais dans la forêt, qu'est-ce qu'on va faire améliorer comme le climat des affaires? Mais par exemple, lorsque nous donnons une concession à une société d'exploitation. Maintenant, après, nous signons avec les clauses sociales, des charges, la société respecte, nous commençons à faire des barrières aux camions, à empêcher de travailler. Ça, ce n'est pas améliorer le climat des affaires. Donc, il faut, quand nous avons signé quelque chose, nous devons être conséquents et respecter ce que nous aurons signé avec les autres. Donc, j'avais dit que dans cette partie, il y avait les principes, il y avait la vision, il y avait les objectifs, il y a orientation stratégique. Cette section présente les orientations stratégiques pour chacun des axes d'intervention. Chaque axe rappelle l'objectif spécifique et détermine les orientations stratégiques. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, quand vous allez examiner les documents, vous allez dire, mais on aurait pu mettre aussi des actions à mener. Or, mais si nous mettons les actions à mener dans ces documents, c'est comme dans la Bible, on nous dit, Jésus avait fait beaucoup de choses. Si on se mettait à écrire, la Bible ne serait même pas transportable. Donc, c'est la même chose aussi. Les actions, au lieu qu'on les mette ici, ce qui est important, ce sont des orientations stratégiques, les principes pour que quand on ferait ça, on prendrait ça en compte, les actions peuvent naître et les réaliser. Les actions, nous ne seraient pas perdues, nous les aurons dans les plans nationaux forestiers, les plans provinciaux et les plans des plans locaux. Maintenant, les axes, nous avons 7 axes. Premier axe d'intervention stratégique, cadre normatif et juridique. Deuxième axe, cadre institutionnel et renforcement des capacités. Troisième axe, affectation du domaine forestier, sauvegarde sociale et environnementale. Axe 4,
Valorisation et exploitation durable des ressources forestières. 5. Conservation et valorisation de la biodiversité. 6. Coordination intersectorielle du secteur forestier. Axe 7. Partenariat, coopération et financement. Parce que nous devons encourager les partenariats, la coopération, dans la mesure où nous ne sommes pas en vase clos. Bon. Maintenant, ici, nous avons essayé de donner le nombre d'orientations stratégiques par axe. Vous voyez, par exemple, l'axe 1, il y a une seule orientation. Axe 2, il y a 4, ainsi de suite. Au total, on a 21 orientations stratégiques. Alors, axe d'intervention stratégique 1, par exemple, il y a cadre normatif et juridique, il y a objectif. C'est ce que nous avons fait pour tous les axes. Objectifs spécifiques. Par exemple, ici, on dit développer et renforcer le cadre normatif, légal et réglementaire du secteur. Et donc, vous voyez que chaque axe-là, ça correspond à objectifs spécifiques. Et dans ça, nous avons les orientations stratégiques. 1. Parce que cet axe n'a une seule orientation stratégique. Et maintenant, axe 2, même chose. Objectif spécifique, orientation stratégique 2. Et puis, il y en a 3. Il y en a 4. Et ainsi de suite. Je ne vais pas qu'on perde trop de temps parce que c'est ça qu'on a fait, que dans chaque axe, on a une axe stratégique, on a l'objectif spécifique, on a l'orientation stratégique, les orientations stratégiques selon le nombre qu'il y en a, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas perdre beaucoup de temps sur ça parce que vous les aurez dans votre document là. Et donc, ce sera plus simple. Nous, c'était seulement pour présenter les axes, montrer que c'est la même chose, la même configuration. Maintenant, nous en arrivons à la 4e partie, mécanisme de mise en œuvre et de suivi et évaluation. Il faut les conditions de succès de la politique forestière. Parce que il y a certaines conditions quand même qu'il faut remplir pour prétendre espérer le succès de cette politique. Donc, notamment renforcement des capacités de l'administration et euh, des autres acteurs. Ça veut dire, lorsque nous recherchons le renforcement des capacités de l'administration forestière, nous essayons de plaider aussi ou de renforcer les autres acteurs. C'est comme par exemple l'aménagement du territoire. Quand il y a eu accord des CAFI, nous en forêt, on n'a pas dit non, c'est nous forêt, c'est nous, non. On a pensé que sans aménagement du territoire, on ne peut pas prétendre faire une bonne gestion durable des forêts. Il faut aussi le renforcement des capacités. Et non, quand on a renforcé, par exemple, les autres sectoriels comme ça, on pense aussi à la société civile. C'est ainsi que, et même le secteur privé, hein. Parce qu'il y a des gens, par exemple, comme vous êtes en province, là, qui pensent que, parce que nous sommes société civile, nous avons eu ça, nous avons eu ça. Non, non. Et quand vous examinez bien, vous allez voir que non. Il y a quand même, au niveau de l'État, où il y a eu une volonté de faire participer la société civile. Parce que, imaginez-vous, même, prenons l'exemple même dans la sous-région comme IFAG ici. Est-ce que si vous allez au Gabon, même au Congo, Brazza ici, ou Cameroun, toute la société civile est écoutée comme on écoute un RDC? Non, non. Il y a quand même cette conditionnalité-là que le gouvernement lui-même congolais s'est fait. Hein. Il y a par exemple la gouvernance transparente et participative. Ce sont des choses comme ça que nous avons voulu qu'on puisse
pour qu'on puisse garantir pour le succès de notre politique. Avec un cadre juridique solide, comme j'ai dit, nous allions réviser les codes forestiers avec des financements adéquats et durables. Parce que, vous voyez, par exemple, comment le gouvernement se bat pour adhérer à des histoires de RAID plus, ou comme maintenant, on parle des PCE, paiement des services environnementaux, ou les TFFF, 3F, c'est des Tropical Forest Forever Facility. Ce sont des mécanismes, on est en train de chercher comment trouver un financement durable qui puisse permettre une gestion durable des forêts en synergie interministérielle. Donc, c'est pour dire que nous n'allons pas faire au niveau du ministère en charge des forêts seul. Il faut chercher comment on travaille avec les autres ministères sectoriels pour aller en synergie. Maintenant, crédibilité de l'action publique. Il faut chercher à crédibiliser les actions publiques. Parce que vous voyez, par exemple, vous pouvez trouver, on a coupé une partie des forêts. Vous allez dire, mais qui a coupé ça? Ah, mais c'est le service public qui a donné l'autorisation de couper. Ah, vraiment. On se demande, mais comment on peut crédibiliser? Il faut quand même que nous arrivions à crédibiliser l'action publique. Hein? Synergie sous-régionale. Il faut quand même qu'on se demande, mais est-ce que ce que nous faisons ici, au niveau sous-régional, les autres les font ou ne les font pas? C'est comme par exemple les moratoires sur l'octroi des concessions forestières. Les autres pays de la sous-région, aucun pays n'a observé les moratoires, même pas dans le monde. Hein? Nous avons observé les moratoires. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, non, non, je ne suis pas là. Mais c'est pour montrer qu'il faut quand même, à un moment donné, qu'on conjugue les efforts avec la sous-région. Les engagements des partenaires internationaux. Parce qu'il y a des moments où les gens nous disent, mais pourquoi vous voulez toujours tendre la main à la communauté internationale? Mais c'est notre forêt. Oui, nous devons tendre la main. Oui, parce que les forêts de la RDC ne servent pas qu'à la RDC. Ça purifie le climat ou les émissions, les gaz à effet de serre ou les pollutions qui se déroulent dans le monde. Et donc, à ce titre, la communauté internationale aussi doit participer. Hein, c'est comme, par exemple, maintenant, on nous dit, le parc de Virunga, patrimoine mondial, bien, cette forêt, communauté internationale. Mais, il y a la guerre là-bas. Où est la communauté internationale? Mais, il faut que nos partenaires internationaux comprennent et qu'ils doivent aussi participer. C'est pourquoi, quand vous attendez le ministre de l'Environnement à chaque fois réclamer, non, ce n'est pas tendre la main, c'est que nos forêts rendent service et qu'à ce titre, il faut une compensation. Cadre de mise en œuvre. Non. Il nous faut mettre en place cadre de mise en œuvre qui soit meilleur, qui soit pour prétendre avoir le succès avec notre politique. Il faut un dispositif efficace de suivi et évaluation de la politique forestière. Donc, si nous remplissons ces conditions, ça va faire en sorte que nous ayons fait bien les choses. En conclusion, la République démocratique du Congo, qui vient de produire pour la toute première fois sa politique en matière forestière, a besoin du soutien et de la contribution de tous les acteurs du secteur afin d'améliorer la gestion des forêts de façon à répondre aux exigences économiques et sociales. Voilà ce que je pouvais dire pour la politique forestière. Bon, ce n'est pas tout. J'avais dit que nous devions travailler en groupe. Il y a des définitions des forêts de grande valeur, définition des forêts dégradées et des tourbières. Il faut les examiner pour donner vos contributions. Ça figurera aussi, ça fera partie d'un atelier national. Ceux qui auront la chance
les provinces y participeront pour que après ça, on va mettre parmi les autres définitions dans la politique. Alors maintenant, donc, les travaux des groupes, vous allez faire pour que vous vous répartissiez, comme j'avais dit au début, dans les groupes. Vous travaillez après notre exposé. S'il y a des questions, nous allons les répondre. Par WhatsApp, vous pouvez toujours poser des questions, on va répondre. Maintenant, nous allons, après ça, il faudrait que vous ferez ça dans 2 jours. Deuxième jour, vous clôturez dans la soirée. Vous pouvez déjà commencer à envoyer vos contributions auprès du secrétaire général, auprès des CDI qui centralisent, ou bien qui dirigent les petits groupes de centralisation. Comme ça, nous aurons ça pour les introduire dans la politique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon travail.